Bonjour à tous, bienvenue dans cette visio-cross Agora des directeurs financiers, directeurs juridiques, DRH et directeurs de l'expérience client. Un petit peu de spiritualité et d'humanité dans ce monde en mouvement, ça ne peut faire que du bien. Comment faire vivre la petite part d'humanité justement qu'il y a en chacun d'entre nous dans un monde qui change, qui bouge, qui évolue. C'est avec le père Laurent Stala-Bourdillon. Bonjour mon père. Bonsoir. Merci mille fois d'être sur notre plateau. Bonjour François Lemery, merci d'être là aussi à nos côtés. Alexandre. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé, nombre d'entre vous vous connaissent, fondateur de l'Agora des directeurs juridiques, vétéran de la French Tech avec différents rôles dans des startups. Et vous connaissez fort bien notre invité, donc vous allez pouvoir nous le présenter plus en détail. Avec grand plaisir. Écoutez, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'accueillir ce soir le père Laurent Stala-Bourdillon qui a accepté d'échanger avec nous. Donc, pour vous présenter Laurent en quelques mots, donc, Laurent est un prêtre, théologien, diplômé de Néo-Marins, donc a commencé par une école de commerce. Ensuite, il est entré au séminaire de Paris, il est ordonné prêtre en 1999, au siècle dernier, mon père, c'est ça. Avant de partir à Rome, poursuivre ses études et faire une licence de théologie à l'université grégorienne du Vatican. Et ensuite, il a exercé différents ministères, de mémoire à Louis le Grand. Vous avez été aussi aumônier au Parlement. Donc ça, c'est intéressant, c'est une autre audience que les étudiants. Vous avez aussi été aumônier à Dauphine et depuis 2018, vous êtes en charge du service des professionnels de l'information de l'Église. Alors, vous êtes même directeur, alors c'est un titre tout à fait particulier pour un prêtre, mais surtout, pour résumer votre fonction, vous êtes la voix de l'Église catholique en France auprès des médias quand, je dirais, un journaliste souhaite effectivement interagir avec vous. Et surtout, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on sera heureux de vous entendre ce soir, vous avez participé à la fin du mois d'octobre au premier colloque sur l'IA organisé par le Vatican et vous étiez le représentant de l'Église française. Donc, je dirais, vous avez vraiment très en pointe sur tous les sujets numériques sur lesquels nous avons l'occasion d'échanger ensemble dans d'autres cénacles. Voilà. Bienvenue. Un habitué des plateaux télé, donc, vous le disiez. Mon père, vous allez donc pouvoir nous éclairer sur ce thème. Et puis, pour concerner nos téléspectateurs, on gardera en tête que ce sont des managers d'entreprise avec des objectifs financiers, humains, bien évidemment, mais aussi économiques. Et ce qui donnera aussi peut-être l'occasion de faire aussi un parallèle entre nos entreprises et l'Église comme institution en termes d'organisation à travers le monde. Déjà, on va partir avec un sujet un petit peu large, mais tellement important, c'est de savoir, mon père, qu'est-ce qui fait qu'on est humain aujourd'hui? Déjà, c'est quoi un humain et quel est le rôle de la parole, qui est une des particularités chez l'être humain? C'est vrai, c'est vrai. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureux de passer ce moment avec vous et de vous partager ce qui fait, au fond, l'essentiel de mon travail, de ma réflexion. C'est précisément de pouvoir avoir une parole qui porte et qui diffuse dans l'espace public à travers les interactions avec le monde des médias et de l'information, cette part d'humanité qui est en nous et qui, je pense que je peux le dire sans crainte, la réalité de la nature humaine est un impensé contemporain. Ça veut dire que, je vous dis ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai eu l'occasion de mesurer, de toucher du doigt lorsque j'ai été pendant 6 ans l'aumônier du monde parlementaire à proprement parler. C'est-à-dire que je me suis occupé pendant tout un mandat de la vie de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc de 2012 à 2018. Et j'ai observé que la question de la nature humaine, c'est la question de l'être humain en tant que tel, de ce qui fait qu'un être humain est un être humain, est relativement peu abordée. On se soucie peu de cette question. Au fond, on pense qu'on sait tous ce que c'est qu'un être humain parce qu'on vit tous et qu'on a tous une vie et qu'a priori, on sait que c'est une vie humaine. Et pourtant, précisément, en fait, la société dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire une société qui est de plus en plus investie par un monde
technicien, un monde de la technique ou des technologies, est en train de nous bousculer au sens où les technologies vont plus vite que nous et donc on pourrait dire que là, les technologies sont en train d'accélérer une cadence et nous soumet à une cadence dont certains disent qu'elle devient infernale au sens où quand on va s'arrêter, il faut aller respirer, il faut aller se reposer. Et donc on découvre, par l'effet même de la place des technologies dans notre société qui nous impose une cadence, eh bien que l'être humain a lui-même ses propres rythmes. Et donc, qu'est-ce que c'est que la vie d'un être humain? C'est d'abord une forme de rythme. Et on pourrait dire que ce rythme, on l'a d'abord dans une forme de respiration. On va respirer à un certain rythme. Donc on a une biologie, on a intérieurement un organisme biologique, un corps qui, parce qu'il est un corps vivant et qu'il soutient notre vie, a besoin de respecter son rythme. Si on va trop vite, on perd son souffle. Encore une fois, je le disais, on a besoin de respirer. Donc la première chose, je trouve que c'est très heureux, en tout cas je suis très heureux, de pouvoir réfléchir avec vous à ce que c'est qu'un être humain, à la façon dont on peut le comprendre. Alors en m'adressant à vous ce soir, j'ai conscience de la diversité de vos convictions personnelles, philosophiques, religieuses, et je ne présume aucune affiliation religieuse préalable. Je vais simplement vous partager d'ailleurs quelque chose qui, à bien des égards, pourrait être partagé par toute personne de toute tradition religieuse ou philosophique. La première chose qu'on peut essayer de se dire, c'est d'essayer de voir, il y a deux questions qu'on peut essayer d'honorer. C'est qu'est-ce qui nous fait humains, premièrement, et la deuxième question qui vient derrière est qu'est-ce qui nous humanise? Parce que autant il y a quelque chose qui fait que nous sommes humains, autant cette humanité en nous a constamment besoin d'être, j'ai envie de dire, stabilisée, parce qu'elle peut ne pas être stable, cette humanité. Et d'ailleurs, on voit bien dans notre société que les comportements d'êtres humains finissent par devenir inhumains, et donc il y aurait quelque chose qui fasse que, en fait, c'est pas complètement stable en nous. Il faut se tenir de manière stable pour que notre humanité paraisse. Faute de quoi, on vous prendra pour un comportement animal ou un comportement de sauvage ou que sais-je. Donc, la première réalité, si vous voulez bien, c'est d'essayer de se demander qu'est-ce qui nous fait humains. Et pour prendre cette question-là, il faut regarder un être humain et considérer qu'il a en lui, et que nous avons tous en nous, deux dimensions. Ce qui nous constitue, c'est qu'on a deux dimensions. Une dimension organique, biologique, corporelle, matérielle, tangible, c'est notre corporéité. Et de ce point de vue-là, nous avons une vie organique qui ressemble à la vie organique de tous les autres vivants, c'est-à-dire de tous les autres mammifères qui vivent. C'est ce qui, parfois, tend à penser que nous sommes des animaux comme les autres. Mais nous ne sommes pas que de la biologie et un organisme, puisque nous disposons en nous d'une deuxième vie. Cette vie, on a l'habitude de l'appeler la vie de l'esprit, la vie spirituelle, la vie psychique, la vie de la conscience. Et cette vie, elle est vraiment une vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grande faiblesse, c'est que on imagine, c'est vraiment un point très particulier de notre époque. Parce que nous imaginons aisément que le corps produit la vie de l'esprit. C'est-à-dire que le cerveau produit la vie de l'esprit. La position biblique, théologique, j'ai envie de dire traditionnelle, cette position que je viens de définir, elle est assez récente dans l'histoire. Parce que tous ceux qui nous ont précédés avaient conscience d'une certaine façon qu'il y avait en eux quelque chose que l'on voyait et quelque chose que l'on ne voyait pas. C'est-à-dire qu'il y a de l'invisible dans la nature humaine. Ce qui fait qu'un être humain est un être humain, c'est qu'il y a une part de visibilité et une part d'invisibilité. Et cet invisible en nous, c'est cette vie de l'esprit. Il va falloir la nourrir. Il y a un grand défi aujourd'hui sur ce sujet. C'est que nous sommes à une époque qu'on pourrait appeler l'ère de la tyrannie de la visibilité. Oui. La visibilité, c'est que n'existe que ce que je vois, n'existe que ce que je vois. Et je suis ce que vous voyez que je suis. Et en fait, alors ça, c'est chez les jeunes, c'est le smartphone et c'est le selfie qui fait que je me montre et que je donne à voir qui je suis à travers l'image que je renvoie de moi. Donc on est vraiment dans un règne très fort d'une pression de la visibilité, alors que
nous savons tous par expérience que nous sommes beaucoup plus que ce que nous voyons que nous sommes, puisque ce qui nous fait vraiment comme personne, c'est pas ce que nous donnons à voir, c'est ce que nous pensons. Et ce qui donne de l'épaisseur à une personne, c'est ce qu'elle pense. Autrement dit, quand vous dites que vous connaissez quelqu'un, vous dites pas que vous connaissez quelqu'un parce que vous connaissez sa tête, vous dites que vous connaissez quelqu'un parce que vous savez ce que cette personne pense. Et donc, il y a en chacun d'entre nous, dans la nature d'un être humain, toute une dimension d'invisibilité qui est la réalité de la pensée de cette personne. Donc, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'un être humain, il est duel, il est composé de deux dimensions. Cette deuxième dimension, qui est la dimension de la vie de l'esprit, elle a une particularité. Et cette particularité, c'est qu'elle est faite pour donner du sens. Car ce qui spécifie l'être humain, c'est que c'est un être qui, pour vivre, a besoin de donner du sens à sa vie. C'est absolument fondamental. Nous, on est les seuls. Alors on peut se dire que c'est ça qui nous spécifie, c'est-à-dire qui nous distingue des autres espèces. La nécessité de donner du sens, c'est aussi vital que la respiration et qu'un cœur qui palpite. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a deux dimensions dans notre vie. Il y a une vie organique, et donc on sait très bien nourrir l'organisme, et donc là on a des protéines et des aliments pour ça, mais on peine à comprendre que la nourriture de la vie de l'esprit, il faut nourrir l'esprit pour qu'il puisse produire du sens. Il ne le fait pas tout seul. Et il y a un aliment spécifique à l'être humain qui est nécessaire à sa vie psychique et spirituelle, ça s'appelle la parole. C'est-à-dire qu'à longueur de journée, nous assimilons des paroles. Et ces paroles, nous allons les métaboliser comme des aliments, parce que nous allons pouvoir les réemployer et à partir des paroles que nous entendons, élaborer du sens. L'être humain est un petit producteur de sens. En fait, il ne peut pas vivre s'il ne produit pas de sens. Et je dirais même, et je vais aller plus loin pour pousser la réalité, il vit vraiment à raison du sens qu'il donne aux réalités du monde, aux réalités de sa vie. Donc, le sens n'est jamais prédonné. C'est à nous de donner du sens à l'existence que nous allons vivre. Et le sens que nous allons tous élaborer progressivement au fil de notre vie. Donc c'est jamais fait une fois pour toutes. Hein. On continue de l'enrichir, on continue de corriger ce sens, de trouver des sens nouveaux à l'existence au fil de notre vie. En fait, la parole est comme une autre colonne vertébrale invisible, si bien que ce sens, cette parole, se tient en nous et elle nous tient en vie. Beaucoup plus que nous l'imaginons. C'est-à-dire que la fonction de la parole, c'est de dynamiser non seulement l'esprit et la vie, mais en vertu de cette unité de l'être humain dans sa dualité corps et esprit, on parle d'une unité psychosomatique ou somatopsychique, la parole est capable d'avoir une incidence sur la vie corporelle. On sait très bien que quand quelqu'un nous dit quelque chose et qu'on lui dit « je ne digère pas ce que tu m'as dit », on utilise le terme typiquement de l'assimilation. Ce que tu m'as dit m'a coupé les jambes, ça veut dire que ça a eu un effet sur mon propre corps. Donc rien ne dynamise davantage l'être humain qu'une parole. C'est extrêmement important parce qu'en fait, là où, on pourrait dire, le cadre de notre société tente à valoriser l'expression corporelle ou la visibilité corporelle, il faudrait rééquilibrer l'embarcation en essayant de redonner du poids à ce qui fait la capacité humaine de penser. Et on peut dire qu'on est dans une société où la société va bien quand les gens pensent, quand on les encourage à penser. Et la pensée, elle est souvent dialogale, c'est-à-dire qu'il faut dialoguer avec les personnes et il faut échanger. Ouais. Donc il faut pouvoir exposer son opinion, entendre l'opinion de quelqu'un d'autre, croiser les points de vue. Ça fait vraiment la richesse des choses. Pour terminer sur la question de la parole qui fait vivre, de façon assez classique, on distingue deux types de paroles. Des paroles qu'on appelle des paroles bienfaisantes, des paroles qui font du bien. C'est encore mieux qu'une parole bienveillante, parce qu'une parole bienveillante, elle me veut du bien, et c'est déjà formidable, mais une parole bienfaisante, c'est une parole qui me fait du bien. Et si elle me fait du bien un jour, elle me fera du bien encore demain, parce que je peux la conserver en mémoire, et on sait très bien qu'il est important de conserver des paroles qui nous ont fait du bien et qui nous referont encore du bien. A contrario, il y a des paroles qu'on appelle des paroles toxiques. Et les paroles toxiques, ce sont des paroles qui littéralement intoxiquent. Intoxiquent la vie psychique et va intoxiquer la vie du corps. Et alors là où je m'étonne toujours, si vous voulez, c'est que nous sommes les champions du monde de la traçabilité des aliments pour rappeler la première pizza qui est quelque chose qui ne va pas. Donc ça, on sait faire.
Mais on sent bien aujourd'hui qu'on est mis au défi de rattraper la toxicité des paroles, en particulier sur la question des réseaux sociaux, et en particulier à l'endroit de la jeunesse, puisque ces paroles circulent et que ces paroles vont avoir un effet psychique sur ceux qui les reçoivent, et qu'on n'a pas forcément, quand on est jeune, la capacité de se mettre à distance de ce qu'on entend. Autrement dit, ce qui fait que nous sommes un être humain, c'est que nous avons une double dimension, corporelle, psychique et spirituelle, et que nous sommes un être de sens, et que nous avons besoin de donner du sens, et c'est ça qui fait notre humanité. Alors, encore une fois, le sens n'est pas prédonné, et ça n'est pas une malfaçon, parce qu'on pourrait dire, comment ça se fait que ce soit à moi de donner du sens? Ben non, en fait, ça participe de l'accomplissement de mon humanité, que de parvenir à donner du sens à mon existence. Je sens qu'il y a déjà beaucoup de questions qui se posent, qui vont vous être posées aux alentours de 18h40. Vous pouvez également utiliser le chat, bien évidemment, mais on vous donnera la parole tout à l'heure. Dissocier la forme et le fond, en quelque sorte, c'est ce que vous disiez, avec un monde aujourd'hui qui s'est profondément transformé depuis 15-20 ans. Les millenniums et les Gen Z qui ne pensent pas comme la génération X à laquelle appartient la plupart des participants de cette émission et dont nous faisons partie. J'ai l'impression que la prise de conscience environnementale et l'instabilité géopolitique mondiale qui règne actuellement affectent davantage, on entend parler dans les médias en termes de recrutement par exemple, donc ça affecte plus les jeunes collaborateurs qui sont en recherche de sens. Est-ce que finalement, quelle est la place aujourd'hui de l'entreprise dans l'accomplissement personnel de ces jeunes collaborateurs ? Alors je pense effectivement, et on le voit bien, que les générations se suivent et qu'elles arrivent avec des sensibilités différentes à différentes problématiques. C'est aussi parce que le contexte psychosocial dans lequel elles vont grandir est différent. J'ai pas souvenir dans ma propre enfance d'une sensibilité particulière aux questions écologiques. C'est vrai. Il y avait d'autres problématiques, mais il n'y avait pas celle-là. Alors, l'entreprise est en elle-même une institution. Et on peut dire que cette jeune génération arrive probablement en difficulté. Quand je dis en difficulté, c'est en manque de perception des enjeux des institutions comme des corps, appartenir à un corps. Effectivement, ils vont, ils viennent, ils s'attachent, ils se détachent, ils vont là où il leur semble que le sujet mérite un engagement, un investissement, donc il y a une sorte de retour pour eux. Alors, pour essayer de répondre de façon un peu systématique et schématique à cette question, je vous propose de considérer que ces millenniums, comme chacun d'entre nous, nous vivons à l'intime de 3 corps différents. Alors, quand je dis nous avons 3 corps, en fait, je m'explique. 3 corps en un. 3 corps en un. Ouais. La vie humaine, puisque notre question c'est cette part d'humanité. En fait, on vient de regarder la part d'humanité en ouvrant la personne et en découvrant quelque chose en elle d'invisible. Maintenant, on peut la regarder dans son expression sociale, la personne, et découvrir qu'elle vit avec les autres dans son corps, donc c'est un corps charnel. Donc on a tous un corps et on pense que ce corps, c'est mon corps. En fait, on a beaucoup à apprendre de lui, justement dans ses rythmes en particulier. On a beaucoup à découvrir sur le fait qu'il nous porte en vie parce que le cœur palpite sans moi, hein, il me porte vraiment. Mais j'ai besoin de le porter aussi en donnant du sens à ma vie. Donc chacun vit dans ce corps individuel qu'on appelle un corps charnel. Ça, jusque-là, tout va bien. Mais nous ne pouvons pas vivre dans notre corps charnel à moins de vivre aussi et en même temps dans un autre corps et grâce à un autre corps qu'on appelle un corps social. Et ça, c'est un invariant de la vie humaine. Le corps social, c'est le rapport à l'autre ? C'est le rapport à l'autre. Alors, le premier corps social qui nous a permis de vivre, c'est la famille ou ceux qui ont pris soin de nous au moment de notre naissance. On vit dans plusieurs corps sociaux simultanément. La société qui est la nôtre, la famille, le groupe d'amis, l'entreprise est un corps social parmi d'autres. Mais donc, on a besoin de ce corps social parce qu'il nourrit les relations et l'être humain est un être de relation. Donc, si on l'isole, si on le coupe sensoriellement de tout, en fait, il y a de la déperdition et il ne peut pas vivre. Donc, nous sommes structurellement des êtres de relation et nous allons nous enrichir dans les relations. Donc les autres sont parfois difficiles à supporter, mais on ne peut pas dire que les autres sont l'enfer, au sens où ils nous font vivre un enfer. En fait, ils nous obligent, alors on verra ça tout à l'heure, à découvrir des richesses, parce que les autres découvrent les richesses en nous et qu'on découvre les richesses dans les autres, mais on est fait pour vivre ensemble. Donc
Le deuxième corps dans lequel nous vivons, c'est ce corps social dont je pense que c'est le grand souffrant de notre époque. Donc, je vais expliquer pourquoi. Des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Alors, qui nous il coupent est sous pression et personne ne veut vraiment s'occuper de lui aujourd'hui. Personne n'arrive à avoir une parole qui nourrit ce corps, c'est-à-dire qui le fortifie. Et qui nous dit qu'on en est tous responsables après tout. Parce que autant je suis responsable de mon corps individuel, autant nous sommes collectivement responsables du corps social que nous formons. Donc les problématiques de société aujourd'hui sont des problématiques qui relèvent de la responsabilité de tout un chacun. Mais, et depuis la crise écologique, un troisième corps s'est rappelé à nous. Celui dont nous pensions qu'il était là ad vitam aeternam, en fait, c'est l'environnement. On l'appelle le corps environnemental ou le corps territorial. Et ce corps, pour le coup, c'est celui qui est la clé de possibilité de notre existence, tant dans notre corps individuel que dans les différents corps sociaux. C'est lui la condition dite d'habitabilité de la Terre. C'est ce corps environnemental. Pour le coup, notre société l'aime et toutes les sociétés humaines le sont. Il n'y en a qu'un et il nous abrite tous. Et donc, c'est un petit peu comme des poupées russes que je suis en train de vous décrire ici. Un corps, un deuxième, puis un troisième. Je ne pense pas qu'on puisse aller tellement plus loin, mais ce que je voudrais observer avec vous, c'est que la sensibilité des membres d'une société va se porter plus ou moins sur un corps ou sur un autre. Je peux observer que la génération qui est la nôtre a été très marquée par l'obtention et la requête de droits individuels valorisant le corps individuel. Donc des droits catégoriels qui vont permettre à chacun de dire c'est ma vie, c'est mon droit, j'ai droit à ça. Et j'obtiens ce droit sur le corps social, parfois aux dépens du corps social. Aujourd'hui, on peut dire que l'expression médiatique qui nourrit parfois une forme d'éco-anxiété chez les jeunes relativement à l'avenir du corps environnemental, fait qu'eux sont sensibles à ces problématiques et veulent s'engager et donc donner du sens dans la défense de ce corps environnemental. Donc ils sont militants, plus engagés sur la possibilité de revendiquer des transformations du droit qui vont venir faire pression sur l'individu et sur le corps social. Quand on évoque la restriction du nombre de vols en avion par an ou par personne, on voit bien que là, il y a une forme de restriction qui va s'imposer. Donc on veut faire droit au corps environnemental sur le corps social et sur le corps individuel. Ce que j'observe, et je reviens à la question de la place des millennials dans une entreprise, en fait, c'est qu'ils ne mesurent pas la nécessité pour eux d'appartenir à un corps, d'appartenir à une société, d'appartenir à une entreprise, de grandir, de recevoir des autres dans cette entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il fallait qu'on arrive à parler à cette génération, c'est que ça n'existe pas des individus sans société. On pense que ce point est très important et je le propose comme une sorte de défi. Ce ne sont pas des individus qui font des sociétés, ce sont des sociétés qui font des individus, ce qui déploie des personnalités. C'est très important de penser dans ce sens-là. C'est-à-dire que nous advenons dans notre individualité parce que nous sommes d'abord portés dans un cadre social et dans un cadre commun. Et vouloir penser que je peux me faire aux dépens ou sans un contexte de société, en fait, c'est se tromper. Je voudrais... Oui. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez, mon père, justement, on a un certain nombre de DRH qui nous regardent ce soir, qui ont pour challenge de retenir les talents et de les développer dans leurs entreprises. Une entreprise ayant pour objectif de développer un produit, un service, de le vendre pour faire du profit. Comment on peut essayer de connecter ça par rapport aux aspirations profondes des plus jeunes? Je ne sais pas si c'est pour les garder ou en tout cas pour les recruter, mais en tout cas on peut se demander si parmi les questions qu'on peut essayer de sentir, c'est quelle sensibilité est-ce qu'ils ont à l'importance des relations et des liens avec d'autres. Alors on sait bien que les jeunes, justement, ils vivent dans des communautés qui sont souvent dans des communautés numériques, qui ne sont pas forcément des communautés physiques, mais ces communautés, elles sont formées par des causes. Et donc ils existent à travers différentes causes. Moi, j'aurais vraiment tendance à valoriser, ou en tout cas, alors, si l'entreprise peut avoir un service à rendre à cette génération, et c'est pas forcément payé d'un résultat immédiat. Ce que je veux dire, c'est que s'il passe et s'il part, il faut s'il part, il parte pas sans avoir eu l'occasion d'entendre
quelqu'un lui dire l'importance de la dimension sociale et des relations et de la constitution de ces groupes, de ces corps. Encore une fois, une entreprise, c'est un corps, on fait corps. Alors, on ne donne pas le même affect dans toutes les relations. Voilà, on tisse des liens différents dans l'entreprise ou dans les réseaux d'amis ou autres. Mais c'est absolument décisif parce que toutes ces relations vont nous faire. Donc à un moment donné, effectivement, on peut changer de cap et se réorienter ou avancer dans sa carrière professionnelle. Mais il faut toujours que ce soit fait avec une très grande estime et une très grande considération pour la structure juridique et la structure qui existe et qui permet à une société de vivre. Parce que on le voit bien aujourd'hui d'un point de vue du tissu économique, ce sont les entreprises qui font vivre. Donc ces petites unités font vivre un corps social qui s'appelle une nation, qui s'appelle un pays. Donc elle va vivre à raison d'eux. Et là, je pense que j'aurais presque envie de vous dire que ça se développe ab initio dans les classes. Dans une classe, c'est pas une classe, elle forme un corps. Donc, comme je participe à la formation des enseignants, aussi dans l'enseignement catholique, il y a un enjeu d'appartenance de l'ensemble des élèves à un groupe. Un enseignant est heureux de voir une classe qui fait corps. Une société, d'ailleurs, s'il y a du team building dans les entreprises, c'est bien pour tisser des liens. Ouais. Pour faire corps, exactement. Ouais. Oui, mais il faut dépasser le côté artificiel de la chose pour comprendre à quel point, en fait, c'est absolument décisif. Et on pourrait dire que ça va aller plus loin, parce qu'en fait, il faut que ça rejoigne la grande considération pour la personne. La vraie considération pour la personne, c'est pas simplement pour le niveau de performance, pour le bien-être ou quoi. C'est parce que, en fait, nous sommes des personnes et qu'on a besoin d'être reconnus comme personnes et d'être valorisés comme tels. François, ce qui est intéressant aussi, c'est justement l'impact des nouvelles technologies. Tout à fait. Et on a eu l'occasion d'en parler avec Daniel de l'Agora de l'expérience client quand on a préparé cet échange. Effectivement, on a abordé le sujet de l'IA, qui est un sujet qu'on pratique quotidiennement avec Laurence Stala-Bourdillon. Effectivement, l'IA envahit les entreprises. Et dans le domaine de l'expérience client, probablement beaucoup, avec l'apparition de chatbots, alors que l'expérience client, c'est quand même mettre l'humain au centre, le client au centre. Donc, et pour les professions juridiques, c'est la même chose, puisque effectivement, les Legal Tech développent des services d'IA, notamment dans le domaine du contrat, qui nous aident tant dans la rédaction, négociation, stockage des contrats, donc qui vont enlever beaucoup de travail à des juristes. Alors, ça va transformer le rôle du juriste, voilà. Est-ce que transformation, c'est le bon mot? Je n'en sais rien. Mais je ne vais pas dire suppression de certains postes très qualifiés, notamment les radiologues. Le métier de radiologue va profondément changer dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et dans ce contexte-là, comment, je dirais, il y a encore de la place pour de l'humain en entreprise à côté de ces IA, ces robots, et voilà. Quelle humanité? Alors, en fait, on touche la révolution dans laquelle on est. On est vraiment dans une révolution, et c'est une révolution technologique, mais qui a des effets anthropologiques. Donc, par effet de contraste, j'ai envie de dire, par certains côtés, tant mieux, parce que c'est en train de nous redire ce qui nous fait nous-mêmes humains, ce sur quoi il faut qu'on tienne, et ce qu'il faut qu'on arrive à soigner, à préserver. Et donc ça pose quantité de questions. Alors c'est un sujet qui me passionne depuis que les chatbots sont arrivés, parce que les machines qui parlent posent question. Puisque je viens de dire que l'être humain est un être de parole, il vit de parole, qu'est-ce que c'est cette parole qui justement ne vient pas alors? Là, on précise bien la différence entre la machine qui parle et l'être humain qui parle. La machine qui parle, elle parle, alors elle a pris le ton de ma voix, elle a pris tout le rythme et tout ce que vous voulez. C'est une parole décorporée. C'est une parole qui ne provient pas d'un corps humain. Donc c'est une parole qui ne provient pas d'une personne. De personne à personne, nous avons une responsabilité l'un à l'égard de l'autre. Le point qui est très important à souligner, c'est que seul l'humain humanise. C'est que nous avons besoin, n'élevez pas vos enfants en les laissant devant des chatbots. Je pense que, déjà les expériences ont montré qu'un professeur de langue apprend mieux la langue quand il est en chair et en os devant l'élève que quand on lui met un chatbot qui va le faire répéter. Donc c'est déjà quelque chose qui fait que... Alors justement, qu'est-ce que c'est qui apparaît en termes de différence? Parce qu'on peut dire la performance vocale de la machine qui ne se trompera pas, qui ne fera pas d'erreur, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un être humain et j'ai pas besoin d'une machine? Parce que comme être humain, je m'humanise dans une relation humaine. Et pourquoi est-ce que je m'humanise dans une relation humaine? Parce que la personne qui me parle
emporte une responsabilité morale par rapport à ce qu'elle me dit. Elle engage sa conscience, elle engage quelque part son avenir. Et l'avenir d'une personne, ben, en fait, c'est son avènement dans un être de vérité, de bonté. Si tu me crois dans ce que je te dis, et si tu me fais confiance, c'est que je gagne ta confiance, mais c'est qu'il y a un enjeu pour moi d'advenir dans un être vrai, de plus en plus vrai. L'être humain est engagé dans un avènement de responsabilité, de la vérité de ce qu'il dit. Il faut qu'il soit dans ce qu'il dit. Dans la machine qui parle, il n'y a personne. Et comme il n'y a personne, il n'y a aucune responsabilité à votre égard. Alors c'est parfait que vous soyez confiant dans la performance algorithmique qui a travaillé et qui vous permet d'être sûr que là vous avez une garantie. Ok, servez-vous de ça comme un outil. Et ce sont des outils et il faut que ça reste des outils. Donc on va se servir d'outils formidables, mais c'est notre travail de ne jamais perdre de vue justement qu'on a affaire à des outils et que nous, êtres humains, nous avons besoin d'une présence de personne. Donc je répète, la machine parle sans corps et donc elle parle sans souffle. C'est très important cette question-là parce que les machines, elles peuvent parler sans jamais se fatiguer. Moi, au bout d'une demi-heure, je vais avoir la voix qui baisse et je vais commencer à me fatiguer. Ce qui veut dire que il y a quelque chose dans ma parole qui procède tout entier de mon corps. C'est assez extraordinaire de penser qu'un être humain, c'est pas qu'un organisme biologique qui vit. On se rend compte, avec ces machines qui parlent, que l'être humain est vraiment, structurellement et corporellement finalisé par le fait de parler. Vous n'existez pas simplement pour respirer, votre respiration porte votre parole. C'est assez extraordinaire quand on y pense. Bien sûr que je respire pour oxygéner mon organisme, mais chez l'être humain, le souffle emporte une finalité supérieure que celle simplement de l'organisme, c'est celle de l'échange, c'est celle de la parole. Autrement dit, si nous sommes verticalisés avec deux poumons qui sont suspendus et attachés à la colonne, c'est que nous puissions, en respirant, en expirant, parler. Je parle toujours sur l'expiration de ma parole. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand on y pense. Je reprends mon souffle et je parle toujours sur l'expiration de ma parole. Autrement dit, pour qu'un être humain, pour que vous soyez nourri par la parole, il faudrait que cette parole sorte d'un corps humain, d'une personne humaine qui emporte une responsabilité personnelle, hein, c'est vraiment très important. Et je vais aller plus loin par rapport à ça. Dans nos relations, où nous allons passer un temps croissant exposé à des machines, la machine va devenir empathique. Vous savez sans doute qu'on est en train de passer d'une captation de l'attention à une captation de l'affection. Et que cet agentique qui arrive est en train de, finalement, va nous parler de telle sorte qu'il va aller chercher nos affects. Oui. Mais prenons le cas ultime de la grande peine de l'être humain. La plus forte peine, c'est la peine de la solitude, la peine du deuil, la peine de la tristesse. Et chacun sait, sans doute, et l'a vécu dans son expérience personnelle, soit parce qu'on l'a vécu, soit parce qu'on l'a permis à d'autres, que quand quelqu'un ne va pas bien, parfois c'est même pas la parole qui va consoler, c'est strictement la présence. Tu souffres, je viens près de toi, ou ta présence me rassure, ta présence me console. J'ai pas besoin que tu me parles, ta présence à elle seule est une parole. Et donc le summum de la parole de l'être humain, c'est sa présence. Et je crois qu'il faut nous tous, on redécouvre ça, c'est que la richesse de nos personnes, ce sont des présences les unes aux autres. Nous nous faisons le cadeau d'une présence, même si je ne dis rien. Parfois, justement, c'est pas ma parole qui va consoler, c'est ma présence. Et donc là, on peut redécouvrir dans ce cas extrême, je dirais, à quel point la présence de quelqu'un est un trésor absolument inestimable. Et je crois qu'il faut, même en entreprise, même si on a l'habitude de se côtoyer, ou si on ne s'est plus côtoyer après le Covid, parce qu'il y a eu du télétravail, maintenant on se retrouve les uns les autres, c'est pas de la contrainte, c'est qu'en fait, intuitivement, on est en train de redécouvrir que la présence de quelqu'un, c'est quelque chose d'une grandeur inestimable. François, vous voulez rajouter quelque chose? Je vois l'heure qui tourne, ouais. Donc je pense qu'il y a quand même... Il y a tellement à dire, parce que là, on va quand même ouvrir à la salle, mais le thème, effectivement, de votre intervention, c'est comment faire vivre la petite part d'humanité qui est en chacun d'entre nous. Donc comment, voilà, là je dirais, on a parlé de l'humanité, on a parlé de ce qui caractérise l'humain,
On a parlé de l'entreprise, on a parlé de la société qui se transforme. Comment on peut la développer, notre petite part d'humanité? Qu'est-ce que vous nous conseilleriez? Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces professionnels? De façon concise, car voilà. après on va passer aux questions d'ici quelques minutes. Oui, de façon concise. Alors, cette part d'humanité, en fait, c'est toute notre humanité. Nous sommes tout entiers humains. Moi, ce que je vous propose, c'est d'opérer une sorte de transformation du regard qu'on porte sur une personne, sur les personnes en général. Donc ça, vous nous parlez au quotidien, par exemple. Au quotidien, c'est à mettre en place au quotidien. Au quotidien, en fait, on sait qu'on se connaît. On se connaît parce qu'on se connaît dans l'entreprise par les effets de la hiérarchie, des responsabilités des uns et des autres, des performances, de la pression, des tas de choses qu'il y a. Mais dans tous les cas, en fait, j'ai envie de vous dire, il faut qu'on sauve dans l'entreprise l'humain qui se trouve en chacun d'entre nous. Donc il faut sauver cette dimension d'humanité qui se trouve dans chacun des collaborateurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, parce que sinon on pourrait très vite indexer les gens et les mettre sous pression à partir des performances des machines, parce que finalement l'écrasement deviendrait celui-ci. Donc en fait, quand on regarde une personne, à quoi on a affaire? On a affaire à un grand mystère d'un monde, d'une personne qui sur son chemin personnel d'existence, est en train d'essayer tous les jours de donner du sens à son existence. On ne se le dit jamais, parce qu'on pense que ce n'est pas une question qu'on a à se poser, tout le monde est censé savoir, mais non, en fait, tous les jours, alors on sait pourquoi on vit, on peut vivre pas parce qu'on va passer des vacances dans 15 jours quelque part, l'horizon de nos vies. En fait, la grandeur de chaque personne, c'est un mystère très profond d'une vie qui constamment essaye de s'éveiller, de trouver du goût à l'existence, parce que je pense qu'on a tous une responsabilité importante d'aider les autres à trouver du goût à leur existence, parce que parfois la vie perd sa saveur et qu'on a de la considération à avoir. Donc moi j'ai envie de vous dire, regardons-nous comme des personnes qui chacune portons une certaine représentation du monde, du sens, un désir profond d'être aimé et d'aimer, de donner de l'affection, l'espace du partage. C'est pas de l'affection, c'est de la considération. Voilà, cette affection, elle se dit à travers la très grande considération qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et concrètement, ça se transmet comment? En fait, ça se transmet en étant capable, en brisant la glace parfois, dans des circonstances qui, quand elles se présentent, il ne faut pas les forcer nécessairement, mais de nommer la chose, de la nommer. C'est-à-dire de mettre en mots, de faire surgir à un moment le fait que, oui, on se pose des questions, oui, on a des questions, oui, il nous est arrivé des choses, oui, on s'interroge. Je dis souvent, une personne qui se pose des questions et qui partage ces questions à d'autres, non seulement ne fait pas offense à l'autre en posant ces questions, parce que ces questions sont déjà présentes dans l'intime de la personne, mais au contraire les libère. Donc, en fait, on libère cette part d'humanité qui est en nous quand on accepte de la poser, peut-être avec confiance, sous le regard de quelqu'un d'autre, et d'avoir cette considération, encore une fois, pour ça. Donc, il faut nommer la chose. Si on ne nomme pas, on invisibilise. Plus on est capable de nommer la chose, et plus on le fait habituellement, plus ça devient normal. Moins on le fait, le jour où vous le faites, vous dites « mais attends, pourquoi tu me poses cette question? Il y a un truc qui ne va pas, t'as un problème, quoi. » Non, ayons la simplicité de pouvoir le dire, de pouvoir le faire. Et en vous disant ça, je le dis aussi pour nous-mêmes, parce que je pense que dans l'institution que je représente, dans la vie de l'Église, cette question-là, elle mérite constamment d'être posée, elle mérite constamment d'être revisitée. Les personnes sont riches de ce trésor intime qu'elles portent en elles. Parfait, il est 18h40, ça c'est quel chrono, mon père. Nous avons un utilisateur qui nous dit « Bien dit, le cadeau de la présence, c'est dans l'étymologie un présent ». Exactement. C'est joli.